Now we care like we never were. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read them twice. Something tell me I'm bound to perfection. A 1,000 years and 2,000 years. Now we care like we never were. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read them twice. Something tell me I'm bound to perfection. A 1,000 years and 2,000 years. I'd
can tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read him twice. Does something tell me I'm bound to perfection? A 1,000 years and 2,000 years. Where you go, can you tell? I'd like to see the ending that I see. Call it climate change, I call it climate security. Got the town to follow your trail. Headed to Greenland if I have to. I like your lips, I like your smile. I hold you in my arms 'cause I love you. Salut tout le monde. Alors, oula, attends que je règle correctement le son. L'image est bonne, le son est bon. Nanana. C'est bientôt la grève générale dans les Antilles. Et oui, c'est bientôt, enfin c'est déjà quasiment l'anarchie, nous dit-on. C'est la peur que ça dérape. Mon Dieu, tout était pourtant bien préparé pour la campagne d'Emmanuel Macron. Il y avait d'un côté le pouvoir d'achat, les Français n'ont jamais gagné autant de fric. De l'autre, il y avait le Covid, il avait gagné. Et puis, il y avait que lui, 600 maires, dont 60 qui étaient quand même dans les Antilles. C'était quand même le cornu qui était à la manœuvre des 600 maires, qu'on dit on en veut pour 50 plus. Et puis là, patatras, c'est la grève générale quasiment, c'est l'émeute, c'est le Covid qui repart. Et c'est le pouvoir d'achat qui n'en finit pas d'en pas finir, puisque maintenant c'est l'inflation. Vous savez tous que ça marche pas en fait, les chiffres du gouvernement. T'as beau dire, t'es dit quand même non, j'ai fait les calculs, Emmanuel, je suis désolé, j'ai pas gagné ce que t'as dit. Il se passe un truc. Alors je comprends pas. Il va faire comme les vieux, tu sais qu'il est allé voir. Donnez-moi ça, je vais regarder votre truc. Alors attendez, non, mais attendez. Ah bah oui, qu'est-ce que c'est que ça là? C'est pas la bonne ligne ça. Bah enfin, c'est pas. Je vais regarder ça tout de suite, madame. Hein. Vous savez, au fort des gilets jaunes, il allait voir les gens avec leur paperasse administrative. Hein. Il faisait ça. Il y a un article sur la Guadeloupe, bien sûr, sur le Monde Moderne, de l'ami Guillaume Quintin. Bonjour à toutes et à tous, c'est la revue de presse du Monde Moderne. Je suis Alexis Poulain, vous êtes les bienvenus. C'est tous les matins ou presque, à 9h ou presque, pour parler de la presse, des milliardaires, des oligarques. Comment ils nous parlent? Pourquoi ils nous parlent? Quels sont leurs réseaux? Aujourd'hui, le Figaro parle des rêves de folie des techno-milliardaires. On parle bien sûr d'Interpol. On parle aussi des violences faites aux femmes. On parle aussi d'un chasseur qui a tué une ours qui avait 2 petits oursons. Ah bah ouais, mais bon, il s'est fait mordre. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il foutait là? Il faisait une battue pour les sangliers. Il se retrouve à se faire mordre par une ours. Étrange. L'enquête est en cours. Et puis bien sûr, la Guadeloupe, le GIGN. Salut aux amis guadeloupéens, aux amis des Antilles. Salut à vous tous. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à nous suivre ici sur Twitch avec Prime ou ailleurs. On a aussi un compte Patreon. Et puis n'hésitez pas bien sûr à partager le lien de ce stream, de cette revue de presse sur vos réseaux sociaux, à hurler bien sûr sur vos balcons, nus ou pas, dans vos jardins, nus ou pas, dans la rue, plutôt pas nus parce que sinon ça pourrait se compliquer pour vous, et dire ah là là, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce qu'on est bien, tous les matins, se dire je ne suis pas seul, il y a une vie autre que la Macronie dans l'univers. Et oui, c'est pourtant ce qu'essaieraient de nous faire croire les médias, que c'est le meilleur président que la France ait connu, que ça n'a jamais été aussi bien, que franchement ils sont géniaux. Alors on va commencer quand même par le meilleur. Hein, vous avez oui, je sais, vous attendez tout ça. Qu'est-ce que Jean Castex est positif au Covid, putain Jeannot, pas toi. Putain Jeannot. Tiens bon Jeannot, on est tous derrière toi, on est tous avec toi. Je sais, t'avais ton schéma vaccinal complet, t'as tout fait, t'as bien respecté les... Ah non, tu n'as pas respecté les... Oh merde, alors pourtant c'était pas faute de... Je vous partage, avant qu'on commence à rigoler,
Je lui souhaite d'ailleurs un prompt rétablissement à notre Premier ministre, hein, Jean Castex, dit Jeannot. Hein, j'espère qu'il suivra le protocole nécessaire, prompt à sa rétablissement la plus rapide. Il a fait du coup le rendez-vous hier, hein, sur les Antilles en visio. Voilà, privé de rendez-vous. Et je vous montre la vidéo de Caisse de Grève, qui est un compte Twitter que je vous invite à suivre immédiatement si ce n'est pas déjà fait, qui fait des petites compiles de tous les mensonges, de toutes les conneries de la Macronie. Concernant Jeannot, bon, on est quand même sur un artiste. Hein. Voilà, allez, c'est parti, à tout de suite. On a constaté que les personnes qui ont 2 doses, Jean Castex a un schéma vaccinal complet. jusqu'alors, lorsqu'elle croisait une personne qui était contaminée, devait être cas contact et donc s'isoler. Le Premier ministre a en fait appris au retour d'un déplacement en Belgique qu'il était cas contact. Les analyses faites sur ces personnes montrent qu'en réalité, elles n'ont plus de chance d'attraper la maladie. Oui, il est positif au Covid. C'est la première fois qu'il a le Covid. Il avait été cas contact plusieurs fois. Donc, nous allons, dès cet après-midi, le ministre de la Santé enverra une instruction en ce sens, supprimer l'obligation qui s'attache au fait d'être cas contact. Le meilleur moyen de soulager l'hôpital, c'est finalement de ne pas tomber malade. Et ça dépend de chacune et chacun d'entre nous. Oui, il est positif au Covid. C'est la première fois qu'il a le Covid. Il avait été cas contact plusieurs fois. Il faut à tout prix respecter les règles que nous avons édictées, les gestes barrières, les mesures de protection, y compris chez vous, en famille, quand vous recevez des amis. On vous dit simplement de respecter les distances de sécurité, de porter le masque, de se laver les mains et de ne pas être trop nombreux, surtout dans des lieux fermés. Et voilà, c'est quand même du grand art. Hein. Là, tu te dis, on a affaire à Jeannot l'artiste. Il n'y a pas photo. Caisse de Grève, hein, s'appelle le mec qui a fait la compile. C'est sa fille de 11 ans qui lui a refilé le Covid. Alors, pourtant, Jean-Michel Blanquer nous a dit que les enfants, ils risquaient rien à l'école, qu'il n'y avait pas le Covid à l'école. Donc, le mec est un super spreader, on appelle ça un super contaminateur. C'est-à-dire qu'il a le Covid sans le savoir. Enfin, il l'a su un peu tard, puisqu'il est vacciné. Donc, il s'en fout. Hein. Il avait son schéma vaccinal complet et il va serrer des louches à tout le monde. Hein. On l'appelait Jeannot la louche. Hein. C'est le mec, dès qu'il arrivait quelque part, il fallait qu'il serre des mains. Il était en manque, donc il arrivait. Il y a aussi Manu, hein. Manu, notre cher président, dès qu'il arrive quelque part, il faut qu'il crachote dans la gueule des seniors. Hein. Dès qu'il y a des aînés, il arrive, ça va, bonjour, oh vous allez bien, ça va, oh, ça va, pardon, tiens, faut mettre son masque, ah oui. Je sais pas combien ces deux-là ont refilé la ch'touille à combien de personnes, en tout cas, chapeau l'artiste. Hein, je dois dire que là, sur Jean Castex, on peut pas faire mieux en fait. Le mec te dit il y a un an, faut pas tomber malade. Hein. Il te dit, il te rabâche, faut respecter les gestes barrières. Il fait bien attention de mettre son masque devant les photos, les caméras, tout ça. Et là, paf, bim, le voilà. Alors, ce qui est assez incroyable avec Jean Castex, c'est que du coup, la liste de ses cas contacts, c'est un peu l'annuaire VIP hein, de la République. T'as Christine Lagarde, t'as le patron du MEDEF, t'as le patron de la Banque de France. Là, tu sens que le mec, bon, il a des rendez-vous ces derniers temps, c'est quand même un peu tendu, tu vois, sur la monnaie, sur qu'est-ce qu'on fait de l'inflation. Après, il arrive, il a le sourire, il dit, mais là, quand tu vois les cas contacts, il dit, ah, mais en fait, Jeannot, qu'est-ce que tu faisais avec tous ces gens-là, là? Qu'est-ce qui se passe, là? C'est un peu fébrile au niveau de l'argent, là? Qu'est-ce que... Pas du tout, pas du tout, pas le Covid. Ne pas tomber malade, c'est le choix de chacun. Eh ouais, voilà, il a fait le choix, lui, de serrer des mains. Il a fait le choix du courage politique. Hein. Voilà, je crois que c'est ça. Quand on est face aux concitoyens, un poste de pouvoir comme celui de Premier ministre, eh bien, on est conscient hein, de ses devoirs, de tout ce qu'on doit faire. Et là, Jeannot, il nous a tous bluffés. Hein. On était hier soir, on était tous comme ça, on a dit merde. Ah ouais, le ministre, bien sûr, la moitié du gouvernement belge, hein, ministre de l'Intérieur belge, ministre de la Défense, le Premier ministre belge, ils sont tous qu'à contact de Jeannot. Tout le staff, j'imagine, du Falcon, hein, de la République. Enfin bref, c'est génial. À quoi sert le pass sanitaire devrait être la question en une de tous les journaux. Non,
Non, non, même pas. La question ne se pose plus. Hein. Tu dis bon bah non, bah de toute façon vous êtes habitués maintenant. Hein, bah gardez-le. Oui, bah c'est très bien, mais comme ça c'est, mais c'est plus simple. Hein, parce que si on l'enlève, les gens vont faire n'importe quoi. Mais ils font déjà n'importe quoi. Oui, non, mais vous comprenez pas. C'est-à-dire que si on l'enlève, on pourra pas vous le faire garder jusqu'en juillet et après. Hein, parce que quand même l'idée c'est que vous le gardiez ce truc de merde. Ah bon? Mais je croyais que c'était temporaire. Oui, bien sûr, c'est temporaire. Oui, c'est pour juguler la pandémie, oui. Ah là 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 là, le pass sanitaire, il y en a pas. Non, puis alors oui, si tu vas faire des gueuletons au Sénat ou ailleurs, t'as pas le pass sanitaire. Ça c'est bien, ça c'est vachement bien. Voilà. Alors oui, ça commence à faire beaucoup de double vaccinés hein, qui ont leur schéma complet, qui chopent le Covid. Donc ça permet aussi de dérouler le tapis à la propagande hein, pour dire allez vite faire votre 3e dose hein, pour être protégé. Ok. Parce qu'on sait jamais, hein, parce que bon, vous êtes doublement vacciné, mais le Covid rôde, donc ce serait bien de faire la 3e dose. Et donc ça y est, ils ont statué, hein, je me posais la question il y a quelques semaines de ça. Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, c'est pas moi, c'est la Haute Autorité de Santé qui se demandait s'il fallait faire une picouse, si on avait le Covid après ces 2 premières doses. La réponse est oui. Hein, dans le doute, ils se sont dit, bon, écoute, oui, notamment surtout si tu chopes le Covid après ta première piqûre, que t'as pas fait tes 2 premières doses. Alors là, c'est sûr, si tu chopes le Covid après les 2 doses, oui, parce que bon voilà, il faut pas faire de jaloux, hein, c'est un peu ça, je pense le truc c'est bah alors moi ma 3e, je pense que voilà, il y a des mecs qui vont se sentir un peu jaloux. Et pour les autres, voilà. Et alors là, tu te rends compte que tout se casse la gueule parce que derrière, aux Antilles, la Guadeloupe, ça commence à gueuler parce que c'était à cause de l'obligation vaccinale des soignants. Tu te rends compte que là, il y a des médecins doublement vaccinés qui se mettent en congé parce qu'ils ont le Covid. Et là, tu dis, c'était quand même super con d'empêcher des soignants de bosser alors qu'ils étaient en bonne santé, alors que là, tu as des double vaccinés qui avaient leur passe, qui eux peuvent plus bosser puisqu'ils sont malades. Mais là, encore une fois, faut pas trop poser de questions parce que les mecs, ça bug. Hein, tu te rends compte qu'ils ont inventé un truc, ils sentent bien que ça les dépasse. Hein. C'est un peu genre, merde, ça paraissait une bonne idée pourtant. Ouais, mais on peut pas dire qu'on a merdé là. Bah non. Sinon, déjà que ça se voit, là, si on le dit, c'est bon, on est mort. Hein. D'accord, donc on fait quoi? Bah on fait semblant puis on tape. Hein. Ceux qui commencent à dire que ça marche pas, on les tape. D'accord. La Slovaquie confine les non-vax. Non mais, voilà, donc ce délire ne fait que commencer. Hein. Tu disais au bout de 2 ans, le tour de chauffe, tout ça, je pense qu'on était passé à autre chose. Non, là les mecs, ils se sont dit, on y prend goût, hein. On y prend goût quand même à ces mesures de merde. Donc pourquoi pas continuer, aller un peu plus loin. Et là, bien sûr, dès les plus de 40 ans, vous allez voir, ça vax. Donc voilà, souhaitons tous collectivement un prompt rétablissement au meilleur Premier ministre, du meilleur président que la France ait jamais connu, Jean Castex. On a quand même affaire à l'élite hein, du LOL. Je dois dire que là, à ce niveau-là, on pouvait pas faire mieux. Le timing, les images, enfin tout, il y a un talent comique chez Jean Castex que j'ai rarement vu en politique, quoi. C'est-à-dire, c'est pas le mec qui cherche à faire du calembour pour du calembour. C'est vraiment le mec, il est la comédie, quoi. C'est un truc assez incroyable. Qu'est-ce qui se passe sur RT France? Je viens par dignité et solidarité, j'annule mon rendez-vous. La Slovénie, ouais, non, mais ils savent plus quoi faire. L'Autriche aussi. Bon, à un moment, il va falloir simplement dire les gars, en même temps, là, le problème, c'est les bronchiolites. Hein, c'est les gamins qui sont en train de plus savoir où aller en urgence. Et un rapport passé sous silence également qui fout les boules. C'est le nombre de morts infantiles qui augmente en France depuis ces dernières années. C'est du jamais vu. C'est-à-dire que les pays développés sont censés réduire hein, la mort des jeunes enfants. En France, on voit une courbe qui augmente. Et ça, c'était avant le Covid. Alors la question se pose, hein, pourquoi ? Est-ce que ce serait parce que l'accès aux soins est rendu difficile? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus les urgences qui sont à proximité? Il faut lire ce post hein, de Sabrina Ali Ben Ali, médecin, qui explique que elle, petite, elle était tombée en faisant de la gym vers une piscine et qu'elle s'était éclatée, je ne sais plus quel organe interne, avec une hémorragie interne. Ça s'est joué à quelques heures, elle aurait pu mourir. Et elle se dit, aujourd'hui, si une petite fille avait le même accident que moi, il faudrait 1h30 de plus pour aller dans un service d'urgence. Il se pourrait que cette petite fille n'en réchappe pas. Voilà la réalité dans les hôpitaux. C'est ça la réalité dans les hôpitaux. N'en déplaise à Jean-Michel Cocktail.
3 fois vacciné, 3 différents vaccins. Et le vaccin ne remplacera jamais un hôpital qui fonctionne, notamment pour les plus jeunes. Voilà, donc c'est vraiment un vrai problème. Ça fait des mois de toute façon que les urgentistes étaient en colère pour dire qu'ils ne pouvaient pas travailler, que l'outil était saboté. Des mois que les soignants alertent. Mais là, c'était, vous voulez que je fasse de la dette, hein? Mais non, non, enfin, avec tous ces cadres de santé qui servent à rien, qui sont là pour dire aux soignants, allez, dépêche-toi, fais sortir Madame Machin. Mais oui, mais il lui manque un bras. Mais c'est pas grave, tu le recolles. Il y a bien de la glu qui traîne là. Vas-y, allez. Et on a besoin. Oui, c'est l'hôpital de flux. On traite bien les gens. Et puis Jean-Pierre Pernaut qui a le cancer du poumon, on apprend ça hier. Alors Jean-Pierre, après son cancer de la prostate, hop, cancer du petit du poumon. Bah, c'est pas grave, il en a rien à foutre. Il dit écoute, j'ai fumé, j'ai joué, j'ai fumé. Mais par contre, il dit, attention, allez vous faire dépister quand même. C'est pas parce qu'il y a le Covid qu'il faut arrêter de se soigner, surtout pas. Et c'est pas la faute aux non-vaccinés si l'hôpital est dans cet état-là. Non, c'est la faute plutôt à Gabriel Attal, plutôt à Emmanuel Macron qui était déjà au pouvoir, hein, puisqu'il a été secrétaire général de l'Élysée sous François Hollande. C'est plutôt Roselyne Bachelot qui a été ministre de la Santé, Xavier Bertrand également ministre de la Santé. Ces gens-là qui, au poste de responsabilité, n'ont eu qu'une seule politique, saper, saborder les services publics, parce que c'est bien. Je sais pas pourquoi, mais visiblement ils s'ennuyaient, ils savaient pas quoi faire, ils se sont dit tiens, si on foutait en l'air les services publics, ouais, très bonne idée. Là, Jean-Michel Blanquer, c'est le bac qu'il est en train de réformer. Alors, plus personne comprend, ni les profs, ni les parents, ni les élèves. Il a dit vous aurez des notes et puis on verra. Voilà, ça c'est la réforme du bac. C'est la revue de presse du monde moderne, je sais, ça commence sur les chapeaux de roue, c'est toujours un peu comme ça la consigne européenne. Évidemment, n'hésitez pas bien sûr à partager le lien de cette revue de presse au plus grand nombre, à venir maintenant en famille, à faire des projections, pourquoi pas, hein, dans l'espace public, je sais pas si c'est autorisé, mais bref. Vous êtes les bienvenus, et puis n'hésitez pas à vous abonner également. Allez, on commence avec, comme toujours, et c'est maintenant un rituel quotidien, le canard à nanar Bernard Arnault, le Parisien, aujourd'hui en France, qui fait sa couve sur le chaudron guadeloupéen. Eh oui, que va faire l'exécutif dans le chaudron guadeloupéen? Alors, Jean Castex a été testé positif, on le disait, hein. Et il a appelé au calme. Il a dit bon, je sais pas parce que il a dit je suis malade, soyez cool. J'ai pas que ça à foutre, putain, je suis en convalescence là. Alors si vous pouvez être cool, hein, arrêtez. Sinon, de toute façon, il y a 50 mecs du GIGN et du RAID qui sont prêts à vous péter la gueule. À 5 mois de la présidentielle, Emmanuel Macron, eh bien, il a les jetons parce que c'était pas prévu. C'était pas du tout prévu que ça merdoie pareillement. Hein, c'était écrit, c'était le meilleur président que la France ait jamais connu, tout devait bien se passer. Et puis là, patatras. Il faut que l'ordre public soit maintenu, tonne Emmanuel Macron en marge de son déplacement à Amiens. L'ordre public. Alors c'est quand même, rappelez-vous, hein, Emmanuel Macron, c'est le mec qui disait c'est moi ou le chaos. Bon, bah ça fait 50 chaos. Hein. Chapeau. On a eu les deux. On a eu lui et le chaos pour le même prix. Hein. Puis il vous reste du rab. Je vous remets un peu de... Oui, remettez-moi un peu de grève générale, s'il vous plaît. Merci. Voilà, c'est un super quinquennat. J'ai jamais vu ça. Alors on parle d'amateurisme, hein, on parle de... Non, je pense que le mec est là pour violenter, maltraiter les Français. Hein. Et ça se passe très bien d'ailleurs, les Français réagissent plutôt bien, hein, plutôt cool. Ils sont pas nombreux dans la rue, si jamais ils sont un peu trop vénères, on les mutile, on a vite compris. Hein. Et là, il y a des mecs qui sont là à dire « Ouais, 50 plus !» De toute façon, on les a calmés, ces salopards de réfractaires. Donc 50 plus, s'il vous plaît, ce résident. Parce que je trouve que... Bon, on a gagné quoi? La fortune de Bernard Arnault a été triplée. Allez, moi, allez, x10 sur les 5 prochaines années, ce serait cool. Hein, puisque Bernard Arnault, c'est quand même un peu le vrai président des Français. Hein. C'est lui qui est propriétaire de la marque Emmanuel Macron. Hein. Voilà, sans ça, il n'y aurait pas tout ça. Alors, que va-t-il se passer avec l'ordre public? Bon, bah voilà, ça déborde partout. La Martinique qui commence à faire des appels à la grève générale, la Guyane qui se demande s'il ne va pas y aller. Il y a bien sûr en Nouvelle-Calédonie le référendum le 12 décembre. Alors, Emmanuel Macron envoie un message de fermeté, hein, avec ses petits points comme ça, vous allez voir. Le gouvernement, on ne peut pas utiliser la santé des Françaises et des Français pour mener des combats, dit Emmanuel Macron. Ah bon?
Parce que le nous sommes en guerre, c'était pas utiliser la santé des Français pour mener un combat en se positionnant en épidémiologiste en chef, le meilleur que la France ait jamais connu, encore une fois. Hein. Parce que poser devant un hôpital militaire installé sur le parking d'un supermarché, ça c'était de la mesure sanitaire. Ça, je veux dire, c'était au top. Hein. Là, on était rassurés, on s'est dit, waouh, c'est un leader incroyable. Oh là là, qu'est-ce qu'il est fort quand même. De nuit, là. Vous vous rappelez de cette scène formidable avec les mecs qui étaient en train de monter la tente, parce que bon, c'était une tente. Hein. C'est l'hôpital militaire sur le parking du Lidl. Pourquoi ? Parce qu'il y a le chef de l'État qui va faire une allocution pour dire qu'on est en guerre. T'es con, quoi ? Non, je te jure, c'est vrai. Bon, d'accord. Tiens, passe-moi le joint, là. Non, n'importe quoi. Ça fume. Non, mais ça fume sec. Hein. 2% de lit. Mais ouais. Alors attention, dans ce chiffre des 2%, on va pas revenir dessus, vous savez. Hein. Il y a eu des pics beaucoup plus hauts et c'est beaucoup de jours en fait de réanimation. Une fois que tu arrives en réa pour Covid, tu restes longtemps parce qu'il y a de la rééducation et donc c'est des malades qui engorgent l'hôpital de flux. Parce qu'il n'y a pas assez de lits évidemment, hein, parce que c'est des lits où tu restes longtemps. Le Covid, t'es quand même bien tanné quand tu l'as sévère, c'est quand même de la merde. Donc voilà, les 2%, c'est un chiffre certes hein, qui veut dire qu'il n'y en a pas eu tant que ça, mais quand il y en a, hein, ça, tout de suite ça bouge. Hein, c'est comme les cheveux dans la bombe de la douche, ça va très vite. Voilà. C'est le Covid. Oui, alors et puis ça avait mis une semaine pour monter l'hôpital de campagne. Pendant ce temps-là, t'as les Chinois qui faisaient des préfabriqués, tu sais, en 24 heures, ils montaient 50 préfabriqués. Mais tu mets quoi dedans, Peng ? Rien, c'est pour montrer au monde qu'on peut monter 50 préfabriqués en 24 heures. C'est super ton truc, c'est impressionnant. Non, parce que nous, on a mis une semaine à monter une tente militaire là sur le parking du Lidl, c'était impressionnant aussi. Hein. Bon, en même temps, on était 24, personne n'avait jamais fait ça. Hein. Enfin, généralement, on met des trucs dans le désert. Enfin, il y en a des prestataires qui font ça. Là, c'était chaud. Hein. Non, c'était vraiment... Qu'est-ce qu'on rigole. C'est tragique, hein, mais bon. Alors là, bon, le chaudron guadeloupéen, c'est quand même... là, tu sens que les mecs, ils savent que c'est un kit tout double. Hein. Alerte rouge, nous écrit Jean-Michel Salvatore dans l'édito du Parisien. L'exécutif a toutes les raisons de s'inquiéter de la situation de chaos en Guadeloupe. C'est le retour combiné de la crise du Covid et de la colère des gilets jaunes, mais outre-mer avec des ingrédients spécifiques. Avant même le chômage et le pouvoir d'achat, c'est bien l'obligation vaccinale qui a mis le feu aux poudres. Et oui. Et te rendre compte qu'effectivement, mettre à pied des soignants en bonne santé et puis faire vacciner des médecins qui tombent malades, qui après peuvent pas travailler, ça rend encore plus compliqué le travail des urgentistes hein, et des médecins. Et là-bas, ils sont pas super pour la vaccination obligatoire, donc ça s'est mal passé. Alors... il y avait des relents, bien sûr, néocolonialistes hein, qui méprisaient les traditions religieuses et les coutumes locales de médecine naturelle. Face à ce qu'Emmanuel Macron juge comme une réaction irrationnelle, il a appelé à ne rien céder au mensonge, au détournement de la vérité et à la manipulation. Alors ça tombe bien parce que le mensonge, le détournement de la vérité, la manipulation... c'est pas du tout ce qu'ont fait les macronistes depuis 2 ans. Hein. C'est pas du tout ce que fait le gouvernement. C'est pas Olivier Véran qui te raconte que les masques, ça sert à rien. Hein. C'est pas le fait que doublement vacciné, vous n'attraperez jamais le virus. Jean Castex, hein, qui le disait il y a quelques mois, quelques semaines. C'est pas le fait non plus de raconter des bobards comme Jean-Michel Blanquer à longueur d'interview. Non, c'est pas ça. Non, attention. Hein, la désinformation, c'est jamais le gouvernement. Ça, c'est jamais eux. Hein. Eux, ils ont le droit. C'est leur boulot. Alors bon, d'accord. Mais quand même, ça fait beaucoup. Et alors, qu'est-ce qui va se passer hein ? Pour l'instant, le ressentiment des manifestants est intact. Hein. Alors que la pandémie fait objectivement des ravages, la mortalité est au plus haut en Guadeloupe, plus 65% en 2021 par rapport à 2019. Bon, alors, on ne sait pas, là, c'est pas la mortalité Covid, hein, c'est la mortalité en général. Le risque de propagation du mouvement aux autres territoires est réel. Et oui, un appel à la grève générale a été lancé en Martinique, mais également en France. Vous savez que nos concitoyens de Guadeloupe, de Martinique, appellent les Français à se mettre en grève générale également par solidarité. C'est un appel peu relayé, mais les syndicats sont en train d'essayer de voir si ça pourrait pas marcher ici aussi, pour le pouvoir d'achat, pour pas seulement le Covid, mais pour dire ça suffit, on arrête, voilà. Puisqu'on sait que, bon, en ce moment c'est fébrile, hein, Jean Castex qui est allé voir Christine Lagarde, Villeroy de Galleux, le patron du MEDEF, on sent que... Quand même, rappelez-vous, au fort de la crise des Gilets jaunes, ils ont eu très peur, hein, t'avais la goutte de sueur.
Les mecs avaient saccagé l'Arc de Triomphe. Là, le lendemain, c'était qu'est-ce qu'on fait là? Après, c'est nous. Hein. Ouais, non, c'est l'Arc de Triomphe. Et Emmanuel Macron avait réussi à faire cracher aux petits copains 1000 balles. Hein. C'était faites-leur un chèque de 1000 balles, s'il vous plaît. Sinon, c'est la révolution en France. Donc, à 1000 balles, ça s'était calmé. Là, t'as l'inflation. Il a dit faites-leur un petit chèque de 100 balles pour l'inflation, là, pour l'énergie. Hein, un petit chèque de 100 balles. Ça passe pas. Le Sénat a dit non, on est joueurs. Non, pas les 100 balles. Ça va pas. C'est trop compliqué. Démerde-toi. Oui, on va voir s'il y a une révolution. Non, il n'y aura pas de révolution, rassurez-vous. Les Français ils sont pas faim. Hein. Il y a du pain, il y a des brioches, il y a des croissants, il y a tout ce qu'il faut pour avoir une belle table du petit déjeuner. Donc, on est loin des émeutes de la faim hein, de 1789. Non, c'est... Mais c'est sûr que là, c'est quand même... Donc, ils ont un peu les boules. Il faut savoir quand même que la Guadeloupe... Alors là, c'est cocasse. La Guadeloupe, c'est la seule région qui est tombée dans l'escarcelle macroniste hein, lors des régionales. Voilà. Sinon, ils ont tout perdu. Et la Guadeloupe, ils ont voté pour Macron, y compris à l'élection présidentielle. Donc, c'est un territoire macroniste. Et c'est là où tu te dis, waouh, si même la Guadeloupe, territoire macroniste, hein, dans les urnes, dans le vote, on en est là, c'est que c'est vraiment... Ça m'a pas marché. Voilà. Nous, on est éclatés par la compétition. Évidemment. Ouais, oui. D'ailleurs, c'est la peur. Hein, la peur du Parisien, c'est pas tant que... Bon, il y ait la grève générale, tout ça. Non, c'est... Salaud de grévistes. Voilà qu'il y a les premières annulations de vacances pour les touristes. Ah là, c'est pas possible, ça. Non, mais alors, on fait tout pour eux. Hein. Ils ont un beau climat. Ils ont une belle île, il y a plein de touristes. Et là, ils empêchent les touristes de venir. Et alors, l'article est assez génial, parce que tu te dis, en fait, c'est peut-être là le problème. Hein, tous ces touristes qui arrivent avec leur passe sanitaire, plein de Covid, peut-être que les Guadeloupéens n'ont pas envie de les voir, en fait. Tout simplement. Et là, tu as l'article d'Adeline Daboval qui est magnifique. Hier matin, Germain et sa compagne auraient dû s'envoler pour Basse-Terre, en Guadeloupe. Un voyage de 2 semaines en amoureux dans un hôtel sympa avant de rejoindre les parents de Germain à Sainte-Anne, où il possède une maison depuis 3 ans. Voilà, tu vois le colon, quoi. Enfin, non, pardon, c'est le touriste. Non, pardon, c'est le Français qui va là-bas, quoi. Donc, normal, quoi. Hein. La belle vie. Voilà, la belle vie normale, petit bourgeois. Bah, la France qui va bien, quoi. Hein. Et ce sera finalement un départ aujourd'hui pour l'Algarve, au Portugal. Eh ouais, nous avons beaucoup hésité, hein, mais ce qui nous a décidé d'annuler, c'est l'absence libre de circulation, le stress de la situation, le risque d'être de nouveau bloqué sur l'île, hein, avec des conséquences sur notre travail. Détaille le jeune vétérinaire de 33 ans. On voulait des vacances et pouvoir se déconnecter, profiter, être enfermé dans un appart, une ville ou une île, c'est pas des vacances. Hein. Et ouais, surtout que le couple hein, avait vécu déjà en mars 2020, alors il va tout le temps en Guadeloupe chez les beaux-parents, hein, qui ont une baraque, mais confinés, ils se sont retrouvés confinés. Donc là, ils se disaient, on va aller voir et tout, mais là, 2e coup du sort, ils n'ont pas pu y aller. Hein. Chez Air France, on constate aussi un ralentissement des réservations vers la Guadeloupe, et les clients avancent la date de leur billet pour rentrer plus vite. Hein. Donc voilà, c'est un préjudice énorme pour les professionnels du tourisme, alors que c'est la haute saison. Hein. L'hiver, voilà, tout était prêt pour Noël. Il y avait des réservations dans les Caraïbes. En 2019, la Guadeloupe avait accueilli 800 000 touristes, dont 90% qui venaient de la métropole et qui avaient dépensé sur place 800 millions d'euros. C'est un poste énorme hein, pour l'économie locale. Dans les Antilles, c'est 10% du PIB. C'est les piliers historiques, bien sûr, de l'économie, le tourisme. Et là, on voit les premiers signaux d'annulation. Ah là là, c'est pas du tout une bonne... c'est pas bien. C'est Jean-Baptiste Lemoyne, hein, qui est secrétaire d'État au tourisme, qui dit, voilà, déjà ça avait souffert cet été, il y a les confinements et tout, mais alors là, ça va être le coup de grâce. Hein. Alors, bien sûr, le ministre n'incite pas les voyageurs à annuler tout de suite leur projet. Hein. Depuis ces 18 mois Covid, les agences ont mis en place des conditions d'annulation et de report assez flexibles. Les clients peuvent se permettre d'attendre, hein. Voilà, et il veut rassurer, mais quand même, hein, il dit quand même il y a beaucoup d'offres concurrentes dans la même zone. Hein, voilà. Attention les Guadeloupéens, vous savez très bien qu'ils vont partir dans les îles d'à côté, les touristes. Et voilà. Salaud de gréviste, hein. Au lieu d'être gentil, de faire des sourires, d'accueillir les touristes, ils demandent quoi? L'accès à l'eau potable? Non mais franchement, ça va pas la tête, hein? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est vrai, et le Parisien continue. Hein.
Paris, c'est loin, tout se décide là-bas sans nous consulter. Alors, dès qu'on parle de l'Hexagone, ça ne nous concerne pas. On a une autre histoire que vous. Ça, c'est des témoignages des Guadeloupéens qui se sentent français de seconde zone depuis l'affaire de la chlordécone. Vous savez, c'est cet insecticide pour les élevages, pardon, les bananeraies, mais qui est extrêmement cancérogène. Et bien sûr, les pouvoirs publics ont nié tout ça et on continue d'utiliser la chlordécone avec des ravages sanitaires énormes sur l'île. Donc après, tu t'étonnes que les mecs n'ont pas envie de faire confiance aux mecs qui leur disent des choses. Voilà. Trop de rancœur accumulée. Véronique, 41 ans, propriétaire d'un magasin saccagé. N'excuse pas l'acte, mais les gens sont à bout. Trop de rancœur se sont accumulés. Voilà. Ce qu'on attend, c'est d'être pris en considération. Voilà, il n'y a jamais eu de réelle discussion entre la Guadeloupe et la France. 7000 km nous séparent. Toutes les fois où on a essayé de s'exprimer en tant que citoyen, on n'a pas été écouté. Et là, qu'est-ce qu'on envoie? 200 policiers, le GIGN. Le GIGN, c'est pour tuer les terroristes, disent les gens. Donc voilà, ils se sentent traités comme tels, comme des terroristes. La fracture est immense, comme si la nation volait en éclats en traversant l'océan. Quand on échange avec les locaux, ils nous disent « Votre président, votre gouvernement, ce sont les Français qui ont voté pour Macron. Moi, je n'ai pas voté pour lui. Et pourtant, je vous le disais, la Guadeloupe, région macroniste, la seule d'ailleurs. Je crois que la fracture est totalement consommée. Je veux renouveler ici toute mon amitié et tous nos soutiens à nos camarades guadeloupéens et antillais qui luttent pour une vie meilleure, pour arrêter, limiter la société de la maltraitance. Simplement l'accès à l'eau potable, ça me paraît pas être dingue comme revendication. Avoir des perspectives d'avenir dans l'île aussi, ça me paraît pas dingue. Et pas que le tourisme, bien sûr, c'est bien le tourisme, mais quand même. Et envoyer le GIGN après des mois de mobilisation syndicale pour laisser pourrir, ça c'est la stratégie Macron, en disant attention, c'est des casseurs, alors que non, c'est pas des casseurs. Vous avez affaire sur les barrages à des gens politisés, syndiqués, qui savent très bien ce qu'ils font. Et si la nuit il y a des casseurs, oui il y en a, et bizarrement la police n'a rien fait pour arrêter les casseurs. Alors là le GIGN patrouille, il y a eu 30 arrestations, mise en garde à vue, etc. Il va y avoir un petit blackout aussi des opérations, j'imagine. Mais on ne traite pas les concitoyens français comme des terroristes. On ne traite pas les revendications syndicales comme oh ils se font chier, ils empêchent les touristes d'aller s'amuser dans l'île. Non, on les prend au sérieux. Voilà, alors courage les gars, c'est que le début, Et il y a eu 2009, et c'est dans toute la tête des responsables politiques, 4 semaines de grève générale, ils savent très bien que ça peut arriver, et ça va gâcher Noël. Tais-toi, toi, avec ton Noël, là, qu'est-ce que quoi, reprends une banane à la chlordécone, tiens. Et c'est vraiment, oui, un côté, on sent qu'il y a vraiment quelque chose. Merci, Técamine, pour avoir pris un abonnement, offert des abonnements, pardon. Merci beaucoup. Je reprends le chat. 1848 is back. Ouais, c'est un peu ça. Merci de nous suivre. Merci de vous abonner également. Vous pouvez partager le lien de ce stream. C'est la revue de presse du monde moderne. C'est tous les matins. Maintenant, vous êtes de plus en plus nombreux. Ça fait plaisir. C'est vrai. C'est vrai. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, à Amiens, Macron cogne encore sur Bertrand. Cogne encore. Alors tu te dis, wow, c'est Rocky, quoi. Tiens, prends ça, Xavier. Un coup au foie et tout. Puis après, tu lis, et en fait, non. Le chef de l'État, qui a passé 4 jours dans les Hauts-de-France, n'a pas hésité à égratigner le président de région candidat à l'investiture de la droite. Donc tu as la photo, il cogne encore sur Bertrand, et l'autre, il n'a pas hésité à égratigner. C'est grand fauve. Qu'est-ce qu'on aime, cette politique de grand fauve. Et alors, tout le lexique est dans la lutte. On sent que les deux hommes sont vraiment pleins de testostérone, prêts à se mettre sur la gueule. Et en fait, non. Ça s'égratigne un peu gentiment, c'est pas... Alors oui, tu voyais que Bertrand était un peu vénère, il essayait de faire des trucs, mais c'est... je vais la voir. Oh, Brigitte, il m'énerve celui-là. Calme, c'est pas... Je te jure, il m'énerve. Ah là 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 là. Ces deux-là ne se quittent plus. Emmanuel Macron a encore croisé hier Xavier Bertrand,
3 jours après leur face-à-face électrique à Guise, dans l'Aisne, où les deux hommes ne s'étaient pas lâché la main durant de longues minutes. Le président vient beaucoup dans la région, souligne avec ironie le patron du Conseil régional des Hauts-de-France. Cette fois, c'est à Amiens, ville natale du chef de l'État, que la rencontre se déroule. Emmanuel Macron y anime une réunion de suivi des chantiers locaux. N25, arrêt TGV, canal Seine-Nord, Europe, construction d'une annexe de la Bibliothèque nationale. Pourquoi le président dose-t-il cette tâche ? C'est son coin, le président a suivi de près ces dossiers. Il a envie d'en récolter les fruits, explique un marcheur. Ouais, explique un marcheur. Les mecs s'appellent encore les marcheurs. Oui, il faut leur dire que c'est fini la République en marche. Ça s'appelle la maison commune. C'est un gros bousin où ils vont se partager les postes de députés entre les 4. C'est Richard Ferrand, François Bayrou, Édouard Philippe et le 4e c'est qui ? C'est Jean Castex. Oh là là. Et puis il dînait la semaine dernière à l'hôtel de la CEI. Ils doivent tous être cas contact, pareil. Hop, test donné. Alors, les allusions, la sulfateuse, ah là là, c'est des sujets trop importants, hein, tout ça. Et puis il y avait Whirlpool, il avait promis de venir, et alors c'est quand même assez génial, parce que Macron, avec ses petits points, hein, devant les salariés de Whirlpool qui ont tout perdu, hein. Alors eux, ils sont au chaume du, ils ont rien, ils sont pas au chaud à l'Elysée, ils ont pas dépensé des millions pour refaire la moquette, hein, figure-toi Manu, et il a l'outrecuidance, hein, quand même, de sortir. On s'est fait avoir collectivement, leur répond Emmanuel Macron. Hein. Ah, il y a toujours une prise de risque, hein, dans la vie économique. Le repreneur va être jugé. Il en a rien à battre. Hein. Il a déposé le bilan, il s'en fout. Là, t'as affaire à des mecs qui n'ont plus rien et qui n'ont pas 1 million à foutre dans des moquettes pourries couleur taupe. Hein. Faut raccrocher les wagons. Il conclut. Il faut accompagner les hommes et les femmes pour que chacun trouve sa place. On n'a pas fini encore le boulot. Alors lui, il a trouvé sa place, hein, il s'est fait son petit cocon à l'Elysée, tout va bien. Il voudrait 50 plus, hein, et puis il traitait les gens comme ça, comme des cons, vraiment. Hein, parce qu'on s'est bien fait avoir. Non, tu les as manipulés, tu les as utilisés à des dessins politiques. Tu t'es bien foutu de leur gueule. Et que les anciens de Whirlpool, marqués par l'épreuve, hein, voilà. 3 licenciements en 3 ans, ils ont du mal à s'en remettre. Ça, c'est la CFDT, hein, Patrice Sinoquet qui le dit. Et maintenant, c'est fabriqué en Pologne. Ah ouais, c'est fini. Ça s'appelle l'Europe. Hein, c'est l'Europe sociale. L'Europe dont Emmanuel Macron va prendre la présidence. Hein, l'Europe dont il a été un des grands défenseurs. Il va nous refaire une belle... On s'est bien fait avoir. Vous voulez continuer de vous faire avoir ? 50 plus. Allez-y, c'est cadeau. Hein, c'est cadeau. Vous aimez ça ? Oui, j'aime bien mettre le masque, oui. J'aime bien quand Emmanuel Macron me tape la tête comme ça, parce que ça me met du chaud au cœur. Après, j'ai l'impression qu'il m'a touché, que je suis un peu comme en lévitation, quoi, un peu. Non, ça s'appelle une énorme arnaque. C'est un danger. Alors, avec ses petits points, hein, il va pas se battre, hein, rassurez-vous. Hein, il a égratigné Xavier Bertrand. C'est déjà ça. C'est putain de marcheurs, quoi. Les Français sont pas assez dans la merde. C'est bien ça, c'est ce que je vous disais. Il y a ce qu'il faut pour une belle table de l'ami du petit déjeuner, quoi. Salut, c'est l'ami du petit déjeuner. Allez, reprends un croissant. Oui, non, mais c'est plein d'OGM, mais t'auras pas de retraite. Mais reprends un croissant, il est très bon ce croissant. Hein, pendant que les petits jouent à Clash of Clans ou je sais pas quoi. Voilà, c'est bien. Hein. Il y a pas assez d'écran dans cette maison, je trouve. Hein, faudrait allumer plus d'écran. Hein, voilà, c'est bien. Et votez pour moi. Oui, oui, j'ai un beau costume. Tu sais, pour avoir un beau métier, il faut un beau costume, d'abord. Hein, voilà, c'est comme ça que ça marche. Les enfants. Ouais, non, mais c'est génial. Mais ils sont super dans la... En fait, ce dont les Français ne se rendent pas compte, c'est à tel point ils sont peu nombreux et ils sont dans la mouise totale. Là, il n'y a plus rien qui marche. On est dans un moment où les décideurs politiques, l'État, ceux qui sont censés incarner l'État, font des réformes. Alors, il a cassé les grands corps d'État, il a fait en sorte qu'il n'y ait plus d'impôts pour les riches, il a appuyé sur quelques manettes, mais pour ce qui est de contrôler l'inflation, c'est impossible. Hein. Christine Lagarde, là, elle est en roue libre. Elle a dit, si jamais on fait des politiques austéritaires, ça va te casser la machine. Donc c'est une course en avant où les gangsters, les banksters vont s'en foutre plein les fouilles. Hein, et vous allez subir l'inflation de plein fouet. Derrière, c'est des situations presque insurrectionnelles, hein, un peu partout en Europe, puisque les gens ne veulent pas de ce pass sanitaire de la honte qui sert à rien. Les gens comprennent que le Covid, on ne va pas s'en débarrasser à coup de politique sécuritaire, de technocontrôle. Donc le plan marche pas trop.
Bah, pourtant, ça marche, hein, parce que c'est encore une fois le silence des pantoufles qui fait que le pire va nous tomber sur la gueule, mais globalement, ça marche pas trop. Et là, ils savent très bien qu'il suffirait de quelques médias qui sortent des affaires. Oh, mais Blast, les Qatar Papers, Disclose. Oh, mais quoi, l'État français a aidé le général Sisi à tuer des civils en Égypte? Mais pourquoi personne n'en parle? On n'a pas le droit d'en parler, c'est ça? Si les médias faisaient un peu leur boulot et tiraient à boulet rouge l'affaire Colère, toutes les affaires de la Macronie, je vous invite encore à voir un formidable travail de compile de Guillaume Quintin sur Le Monde Moderne et sur son fil Twitter, qui recense toutes les affaires, Anticor qui fait le boulot, Crimalt qui lutte contre la corruption généralisée et le crime organisé. Si on faisait le boulot, enfin nous on le fait, mais si on était plus nombreux, aidés par des médias de masse, si on avait l'audience ici aussi, et c'est pour ça que je vous remercie de faire ce taf chaque matin, d'être plus nombreux, de partager le lien de ce stream, d'en parler aussi dans la journée et ailleurs en disant là on apprend des choses, peut-être que derrière ça changerait les choses, que cette élite, entre guillemets, hein, cette voyoucratie d'une certaine façon ne pourrait pas asseoir son pouvoir. Il serait beaucoup trop faible. Il faut se rendre compte que on parle de même pas 300 personnes qui s'arrogent tous les droits dans ce pays qu'est la France, qui font des lois injustes, qui continuent de dire que c'est des réformes nécessaires. Il faut voir la bêtise crasse des sorties de Villeroy de Galleux, patron de la Banque de France, pour expliquer que la dette, faudra la rembourser. La dette, elle n'existe pas, c'est de l'écriture, hein, avec de l'argent magique qui n'existe pas non plus. Tout ça pour entretenir un système vorace. Si on arrivait à secouer le cocotier, sérieusement, ça tomberait directement. T'as les 11 qui tiennent en haut, ils tombent. Enfin, les 11, je sais pas combien ils sont, mais ils sont pas nombreux. 725, c'est génial, les gars. Franchement, vous faites un boulot d'enfer. Hein. On va taper les 800, vous allez voir, là, avant la fin de la semaine. Hein. Cheers. Tout ça pour un stream quand même incroyable, hein, qui est la revue de presse. La revue de presse du Monde Moderne. Stream de 9h. Cheers, Balex. Oui, alors Plenel, c'est particulier. Mediapart, ils sont sur la Libye de Sarkozy. Ils sortent quand même quelques bonnes affaires. Mais là, visiblement, Raoult, il faut descendre Raoult. Bon. Raoult a fait de la merde. Hein. Allez, que le premier qui fait pas de la merde jette la première pierre. Hein. Et on en reparle. Mais visiblement, bon, c'est pas. La rediff, elle est dispo le lendemain sur YouTube. Sinon, elle est dispo tout de suite après ce live, hein, sur Twitch. Et puis, vous pouvez vous abonner ou nous suivre pour avoir les notifications. C'est important. Dès qu'on se met en live, vous avez les notifications. Et apparemment, certains nous ont suivis, ont été décochés, je sais pas comment. C'est pas nous. Hein. Donc, n'hésitez pas. Au début on était 100, ouais. ceux qui étaient là en février, on était 100, 120. Je trouve ça génial de voir le succès de cette revue de presse. Et c'est grâce à vous. Et je pense que c'est un vrai besoin aussi de s'informer autrement, sachant qu'ici on fait pas de fake news, hein, puisque je lis la presse officielle. Donc on choisit juste un peu de remettre de l'ordre dans la hiérarchie de l'information, et puis aussi de lire avec le ton qu'il faut, ces articles de presse de cour, hein, qui encensent le chef de l'État comme s'il était le roi Louis en toute majesté. On en est loin. Et oui, vous étiez là au début, absolument. Cello Spécial, vous étiez là. Robert aussi était là. Et au début, d'ailleurs, on avait fait un live avec Robert au sommet de sa grue. C'était assez génial. On va le refaire. Quelle est l'adresse de votre chaîne YouTube? C'est Le Monde Moderne, c'est pareil. Et ouais, il fallait passer les 300 de Thermopyle. Maintenant, on est plus de 700. C'est génial. On va continuer comme ça. C'est un boulot important. Merci Técamine qui offre encore un abonnement à Tanguy 1944. Ça change quoi d'être abonné? Ça soutient le Monde Moderne, tout simplement. Ça nous permet d'avoir des journalistes qui vont travailler avec nous, de jeunes journalistes qui vont faire des podcasts. Je vais parler de podcasts tout à l'heure. Et puis voilà, vous avez aussi notre Patreon. On va ouvrir un PayPal. Enfin bref, ça permet de faire vivre un peu cet espace de liberté chaque matin, de s'équiper aussi. Vous voyez, le son est devenu meilleur, l'image est devenue meilleure. Ça permet aussi, bien sûr, de recevoir des élastiques à chibre prochainement. Et puis voilà, d'avoir ce petit début de journée dans la joie et la bonne humeur et la bienveillance du Cocker lubrique. Voilà.
Eh ben merci au Maroc, je vois que le Maroc nous suit, on a des Belges aussi, des Canadiens, des Québécois, des gens qui nous suivent de partout dans le monde, merci vraiment beaucoup. Il y avait le robot, oui, il y avait le sketch du robot ménager de chez Lidl, je m'en rappelle plus mais c'était très drôle. Et bien sûr, vous savez ici, oui, voilà, on a toujours le projet d'acheter le train à vent d'un Falcon de chez Dassault. On en est loin. Les Suisses, bien sûr, les Suisses. Un salut amical à Swissbox Conversation également. Français en Alberta. Canada, bah super. Donc voilà, et bientôt. Et Thomas Pesquet aussi, hein, qui nous avait envoyé une dédicace. Non, je déconne. Non, mais peut-être hein, peut-être qu'il est. Je sais pas. Avec la voix des Jean Castex. Ah oui, putain. On en raconte des conneries quand même. La Laponie et tout le monde. Merci de prendre l'abonnement pro bono. Merci Claire Duplat. Merci à tous. Je vous aime. Nous vous aimons. Où en est-on de la revue? Alors la revue arrive. Je vous l'avais promis il y a 1 an et en fait c'est un travail de faire de la presse papier et j'en avais jamais fait en fait, j'ai toujours fait du web et il y a beaucoup de contraintes que j'avais pas vues, notamment celle de récupérer plein d'articles avec un timing, d'avoir un graphiste aussi qui va travailler sur quelque chose de joli, donc voilà, tout ça est en cours de création et vous sera acheminé j'espère le plus rapidement possible. Alors peut-être pas avant Noël, excusez-nous hein. Avant Noël on aura du plastique venant de Chine hein, les élastiques à chibre, mais bon c'est pas voilà le débit. C'est qui la Bordelaise? C'est qui parle de Bordelais? Je sais pas. Une Corse, la Guadeloupe. Bon, en tout cas merci à tous. Allez on continue. Il y avait le Thermomix. Ouais, je me rappelais plus du Thermomix sur Castex. Alors, donc à Amiens, voilà, le président qui cogne sur Bertrand, hein, mais pas vraiment. Et alors, donc, il y a le petit édito, hein, mon meeting avant la dinde, en coulisses. Le 4 décembre sera désigné le candidat LR. Dès le lendemain, 2 grands meetings, Éric Zemmour au Zénith et Jean-Luc Mélenchon à l'espace de la Grande Arche de la Défense. Ça va être une semaine chargée, hein. J'ai intérêt à être en forme. Quelques jours plus tard, le 11 décembre, il faudra choisir. Jadot prévoit son raout dans une salle parisienne. Quand les Républicains célébreront leur champion, enfin désigné porte de Versailles. 24 heures plus tard, le 12 décembre, Hidalgo monte sur scène et Emmanuel Macron, il ne regardera pas ses adversaires sans bouger. Ben non, il va se déplacer sur le terrain. Hein, il va être insaisissable comme un Français en station non statique sur une plage pendant le Covid. Il va être là partout. Alors il va lancer bien sûr sa maison commune, hein, j'en parlais tout à l'heure. Mais surtout, il prépare une conférence de presse du chef de l'État. Eh oui, pour faire la promotion de la présidence française de l'Union européenne, qui va arriver en janvier. Là encore, campagne à nos frais pour dire « Regardez, je suis le président de l'Europe. Je suis non seulement le meilleur président que la France ait connu, mais je suis le meilleur président que l'Europe ait jamais connu. Qu'est-ce que je suis bon quand même. Hein, Brigitte? Pourquoi ils m'aiment pas les gens? Laisse, c'est des cons. Oui, mais bon, pourquoi ils m'aiment pas quand même? Ah c'est voilà, Éric Zemmour qui aura mis fin à son faux suspense. Personne ne doute qu'Emmanuel Macron est déjà candidat. Bah oui. Voilà, donc la ligne de départ sera enfin arrêtée, hein. C'est décembre. Hein. Décembre, c'est parti, hein. Paf. Alors après, les prétendants ciblent une courte fenêtre de tir pour attirer l'attention des Français avant qu'ils ne se concentrent sur Noël. Ça va aller très vite, hein. Hop. Et oui, et tu sais pourquoi? Eh bien voilà, parce qu'ils sont adeptes de la théorie de la dinde. Alors la théorie de la dinde, c'est une théorie selon laquelle si tu lances tes propositions à la mort moelle avant Noël, les Français en parlent pendant les fêtes de Noël. Hein, tu veux dire, bon, moi par exemple, les étrangers, j'aimerais bien qu'on les attache à des piquets et qu'on les mette comme ça à l'entrée des frontières pour que les autres y viennent pas. Écoute Michel, on avait dit qu'on parlait pas politique et personne n'a dit ça, hein, même Éric Zemmour. Eh ben oui, ben moi tu vois, moi si j'étais moi j'irais beaucoup plus loin, tu vois. Écoute Michel, reprends une huître, voilà, et ferme ta gueule. Merci Michel. Ça va être... Putain, si jamais ça parle politique à Noël, les gars, et je sais que ça va être le cas, hein, si vous fêtez les fêtes de Noël, ça parle toujours, ça parle n'importe comment. S'ils ne nous confinent pas pour raison de santé publique, en disant bon, on va les confiner, ils vont dire trop de conneries. Écoute,
Cette année, franchement, je le fais, c'est pas de gaieté de cœur, mais vous êtes tellement cons, je préfère vous confiner, sinon vous allez sortir des trucs et il y a des mecs qui vont sortir avec des carabines, ils vont aller tirer dans le tas. Hein. Ça va très mal se passer Noël cette année. On a complètement oublié l'esprit de Noël. Hein. C'était quand même le truc genre amour, Jésus est né, tout ça. Là, c'est genre putain, moi les étrangers, putain, je te les pendrais comme ça à des arbres, je te jure, genre, je les fourrais comme la dinde là, tu vois. Non mais Michel, calme-toi Michel, c'est mauvais pour ton cœur. Hein. Reprends du Beaujolais, tiens, il nous en reste de tout à l'heure là. C'est dingue. Bien, merci Nora qui va s'occuper des SDF, bien sûr. Les petits frères des pauvres aussi s'occupent d'eux. Vous avez tous les oubliés de Noël, mais c'est toute l'année qu'ils sont oubliés. Mais c'est vrai, Noël, c'est quand même ce moment de partage, ce moment d'amour, tu vois, universel. Et là, ça va être ce moment où les Français vont parler politique. Tu dis, c'est génial. Et moi, j'adore ça. Et là, t'as Macron qui... Non, confinez-les, putain. Mais qu'est-ce qu'on fait? Déjà qu'il y a mamie et papy qui étaient sur le balcon depuis un an, qu'est-ce qu'on fait? Tu les laisses sur le balcon. Les autres, t'en fais quoi? Tu les mets à la cave. Papy, mamie sur le balcon, tati, tonton à la cave. Hein, et vous, les enfants, dehors, hein, les mains sur la tête, comme ça, contre un mur. On n'est jamais trop sûr. Voilà. Et non. Ben non, j'en parlais grâce, évidemment, c'était ma carte postale du bord du gouffre de samedi, que des policiers néerlandais tirent à balles réelles sur des émeutiers. Hein. Attention, c'est pas des manifestants. Il n'y a pas eu un mot d'outrage de la part des partenaires européens. Mais c'est pareil, hein, quand Duque, le dictateur chilien, le président chilien de centre droit, néolibéral, enfin, le mec bien, tu vois, sous tout rapport, a fait disparaître 50 personnes, a tué je sais pas combien de personnes également avec ses milices. L'Europe n'a pas non plus condamné. Hein. Non, c'était pas condamnable. D'ailleurs, l'Europe était même prête à remettre un prix, le prix Sakharov, à une horrible bonne femme qui a participé de cette répression. Donc c'est vous dire comme ça va mal. Et vous avez un nostalgique de Pinochet qui est en train d'être devant dans les sondages, qui sort même vainqueur du premier tour d'une élection en Amérique du Sud. C'est vous dire comme le monde va mal. Je sais pas pourquoi les gens aiment tant être maltraités. Voilà. Oui, c'est vrai. Il y a eu Gilles Chevalier qui a dit « Estimez-vous heureux, on vous tire pas dans la gueule, bande de porcs. » Bon. Le Soudan, Macron, c'est... Oui, mais à juste titre. Mais c'est bien de s'insurger. Mais on peut s'insurger aussi pour ce qui s'est passé aux Pays-Bas. Bon, et puis après, dans le canard à nanar, quand même, c'est la revue de presse. Faudrait pas déconner, faudrait pas perdre de vue que quand même, on a de la chance de vivre dans un monde capitaliste. Un monde qui permet tous les possibles. Un monde qui permet de libérer toutes les énergies. Un monde qui permet aux gens qui ont des couilles de prendre des risques. Même à ceux qui ont des ovaires. Parce que bon, faut pas déconner, même les femmes ont le droit de travailler dans ce monde incroyable. Ce monde capitaliste, cette chance, cette opportunité formidable qu'a l'humanité, du jamais vu, nous permet de réaliser nos rêves les plus fous. Notamment, investir en bourse. Ah ouais. Et rappelez-vous Agnès Pannier-Runacher. Je sais, il y en a qui sont là, les habitués, ils disent non. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Et voilà, et bah si, c'est elle. Et bah Agnès, si. Dès que je dis son nom, je sors sa vidéo. Eh bien Agnès Pannier-Runacher, au plus fort de la crise, et c'est le moment d'investir en bourse. C'était ce qu'elle avait dit sur un plateau télé, je sais plus lequel, elle était déjà complètement comme ça, genre oui, c'est le moment d'investir en bourse. Et pourquoi faut-il investir maintenant en bourse, particulièrement maintenant? Alors, je vais vous expliquer pourquoi, Parce qu'il faut être actionnaire, nous dit Bernard Arnault. Enfin, le canard de Bernard Arnault. Révolutionnaire, ça sert à rien. Ça rapporte pas une thune, c'est débile. Alors que là, l'indice phare de la place de Paris bat des records. Une tendance qui pourrait se poursuivre, qui reste dépendante, bien sûr, de la situation sanitaire. Mais là, le CAC 40 est au plus haut. Et on nous explique quand même le scénario à 7500 points au printemps prochain. Dans le premier scénario, le cours du CAC s'affaisserait légèrement de 5 à 6% en début d'année, ou une baisse de 10%. Sans remettre en cause, bien sûr, la hausse sur le long terme. La tendance est générale.
Un particulier qui a acheté des actions en début d'année ou avant aurait intérêt à en revendre une partie, hein, mais il convient d'observer ensuite et de continuer à anticiper une hausse. Alors en ce moment, il faut voir que ceux qui ont vraiment de la thune, hein, les gros porteurs, les entreprises notamment, rachètent leurs actions. Hein. Donc c'est le moment où quand tu as plein de thunes, tu rachètes tes actions parce que là, c'est le moment de faire un vrai capital. Hein. Si tu es petit porteur, tu as mon petit placement, hein, qui explique comment te faire avoir, comment te faire plumer en tant que pigeon de la bourse, qui est en 2.0, hein, avec des petites mises. Comme ça, tu peux le faire. Et là, il t'explique quand même, tu peux gagner, c'est un rendement à 9%, c'est génial, hein, c'est quand même le meilleur placement. Hein. 9% par an en moyenne sur 30 ans, c'est imbattable. C'est François Monnier qui est directeur de la rédaction du journal Investir du groupe Les Échos, c'est Bernard Arnault hein, également qui est propriétaire de ça, qui organise le Investir Day au Palais Brognard, un rendez-vous annuel des actionnaires et investisseurs individuels. Tu vois, Michel, tu vas pouvoir y aller maintenant que tu es investisseur. Ah ouais, je suis allé au Palais Brognard aux Investisseurs Day, au Investir Day. Investir Day. Chaud. Alors attention, il faut voir que l'autre risque, c'est l'inflation. Si les banques centrales, pour le moment, elles soutiennent vraiment la finance, hein, ils pourraient quand même à un moment changer les taux. Et là, ça changerait tout. Ce serait le moment où tout s'effondrerait, la chaîne de Ponzi. Et donc les derniers arrivés, les petits porteurs, les pigeons derniers arrivés, il faut, mais pourquoi j'ai tout perdu, moi? Pourquoi moi j'ai tout perdu? Alors que Bernard Arnault, il a multiplié sa fortune par 4. Et pourquoi moi j'ai perdu mes 500 balles que j'ai mis dans des actions LVMH? Allez, parce qu'attention. Non seulement, alors là c'est du conflit d'intérêts pur et dur. Hein. En attaque, la finance et le luxe. Les mecs te disent, un joueur à part, dans l'article du Canard Investir, propriété du groupe Bernard Arnault, des Échos, LVMH. Et le mec t'explique quand même que la bourse c'est bien, et alors ce qu'il y a de vachement bien dans la bourse, c'est quand même le luxe. C'est un secteur qui représente un quart de l'indice du CAC 40. Difficile de passer à côté. Hein. Il est au plus haut, il n'y a jamais eu de raison que ça continue pas, parce que la demande mondiale du luxe est phénoménale, et parce que ce secteur dispose d'un excellent pricing power. Il est capable d'augmenter ses prix sans affecter ses volumes de vente. C'est un peu comme avec l'inflation, tu sais, quand ils réduisent le nombre de céréales dans le paquet pour le vendre au même prix aux plus pauvres. En disant, mais c'est des croquettes pour les enfants, il y en a moins dans le paquet, mais c'est le même prix, monsieur. Bah oui. Ah bah sinon l'inflation ça ferait que ça augmenterait, oui. Ah bah vos enfants sont obligés après de manger la table. Ça tombe bien, c'est une table en formica, ça se mange très bien ça. Mais là donc voilà, avec t'as quand même le Canard de Bernard Arnault qui t'explique que c'est le moment d'investir en bourse dans le secteur du luxe. C'est super. Mais c'est bien foutu. Mais dis donc Bernard, mais ça c'est du conseil. Et alors j'imagine que du coup si je vais lire le Figaro, ils vont dire qu'il faut investir dans le secteur de l'armement et de la haute technologie. Qu'est-ce que c'est bien foutu? Bien sûr que c'est un leurre, mais non mais attends, c'est une bulle énorme. Chaîne de Ponzi, hein, vous savez, c'est simplement le premier arrivé qui après redistribue la thune. Et selon une théorème bien connue depuis le XVIIIe siècle, c'est ceux qui sont proches de la création monétaire qui s'en foutent plein les fouilles. C'est tout, il n'y a pas de ruissellement. Il y a juste un système de prédation, de captation, et voilà. Et t'as Nanar qui t'explique qu'il faut investir dans le luxe si tu sais pas quoi faire de ta thune. Bon, imagine, t'as déjà donné tout ce que tu pouvais, 7500 €, quel plafond haut, pour financer la campagne d'Emmanuel Macron qui n'est pas encore candidat. Bon, t'as fait des dons défiscalisés pour aider machin, t'es allé dans la croisière Figaro avec Christophe Barbier, tout ça, c'était super. Hein, tu sais vraiment plus quoi. Qu'elle allait bien, et là j'ai plus rien.
Ah, bordel. Quel bordel. C'est revenu? Ah, c'est revenu. C'est chaud, hein. J'ai un débit vraiment pourri. J'ai tout fait pour, hein. Pourtant, vous avez vu, c'était... On a tout essayé, hein, mais malheureusement, j'ai pas encore trouvé la solution idéale. Si seulement j'avais la fibre. Mais non. Oui, non, mais c'est normal. On les a pas perdus. C'était les refresh, en fait. Ça retombe à un niveau. Vous inquiétez pas. Bon, c'est très instable. Hein. Je vous promets pas que ça va tenir. Je sais pas quelle va être la qualité du truc, mais là, il est pas super content. Bon, on parlait pourtant, il y avait des bons tutos, investir en bourse et tout. Je suis vraiment désolé. Hein. Et puis là, c'est le moment où on parle de 3e dose. Allez, la 3e dose, on y va. On y va. Alors, personne n'en veut. Hein. Visiblement, c'est le truc qui tanne un peu tout le monde. C'est genre, bon, qu'est-ce qu'on va manger à Noël? Une 3e dose? Oui. Et quoi sinon? Bah, une pelle dans la gueule, on va manger cher, je crois. Merci Tyler Durden qui renouvelle son abonnement. 5 mois d'abonnement malgré les coupures techniques, malgré tout ce bordel que c'est. N'hésitez pas, F5 les amis, c'est le retour. On continue, bien sûr, la revue de presse du monde moderne, dans des conditions exceptionnelles, hein, toujours au plus près du danger, hein, toujours au plus près de cette fébrilité technologique. Hein, on ne sait pas si ça va tenir, si ça va passer, mais c'est ça, finalement. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette 3e dose? Pourquoi, si on investit dans Bernard Arnault, pourquoi ça ne suffit pas qu'ils ne sont pas contents avec nous alors qu'on fait tout bien? Pourquoi il faut encore en plus, hein, aller encore plus loin? Alors, pour cette 3e dose, qu'est-ce qu'on nous explique? 2 instances conseillent le gouvernement, plaident pour l'élargissement rapide du rappel. Parce que je ne sais pas si vous voyez la courbe là, mais le nombre de cas est en train d'exploser. Alors, la 5e vague est fulgurante, nous explique Gabriel Attal. Hein. Il est formel, les signaux épidémiques sont au rouge. La 5e vague du Covid frappe l'Europe et n'épargne plus la France. Ah bah non, mais ça c'est, voilà, contrairement au nuage de Tchernobyl. Que disent les chiffres? Alors, au dimanche 21 octobre, les cas positifs ont augmenté de 82% sur une semaine. Voilà. Alors, les cas augmentent, hein. Attention. Mais c'est décorrélé quand même des entrées aux urgences. Donc, ils se disent, ah bah le vaccin marche. Voilà, c'est la preuve que le vaccin marche, puisqu'il y a beaucoup moins de gens qui vont aux urgences, alors que les cas explosent. C'est pas aussi parce que peut-être le virus est moins virulent, c'est peut-être une conjonction de trucs, hein, tu vois. Et là, on a dépassé le pic, hein, du 10 août, donc avec les projections, hein, maintenant, les modélisations de l'INSERM, ils voient que ça va aller encore plus loin. Mais grâce au taux élevé de vaccination, nous dit l'article, cette hausse significative des contaminations ne se répercute pas, pour le moment, hein, dans la même mesure sur les hospitalisations et les décès par rapport aux vagues précédentes. Donc voilà, désormais, hein, le critère qui va nous guider et éventuellement déclencher des mesures sanitaires fortes, ce sera la saturation des hôpitaux sur le territoire. Voilà, donc tant que c'est pas saturé, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Hein. Il nous faut un conseil de défense demain, donc je sais pas. Moi je pense que la carte couvre-feu est sur la table quand même. T'as l'impression qu'il joue un peu au Uno, quoi. C'est genre couvre-feu, hop, auto-attestation, tu sautes de tour. Ah bah merde alors. Ah oui, c'est un peu ça. Donc conseil sanitaire demain, on verra, hein, mais là ça va, y a pas, les hôpitaux ne sont pas engorgés, donc ça va, donc on peut se dire ça peut tenir les gars, ça peut marcher, on est bien, on est bien. Voilà. Bah non, puis les vaccinés ne font pas... Enfin, on repense à Jean Castex, évidemment. On lui souhaite un prompt rétablissement à notre Premier ministre formidable. Qu'est-ce qu'il a fait, Jeannot? Pourquoi? Mais pourquoi? Et puis, dans la catégorie les humains, c'est vraiment de la merde. Que vont devenir les petits de l'ours abattu? Et oui, 2 oursons orphelins âgés d'une dizaine de mois qui vont devoir se débrouiller seuls à l'approche de l'hiver dans les Pyrénées. Alors, le chasseur qui a buté l'ours s'est dit attaqué, hein, par l'ours alors qu'il faisait une battue pour les sangliers.
Et bah l'ours évidemment en bonne maman a protégé ses oursons, que voulez-vous, et elle s'est fait pendant la gueule par le chasseur qui a été sauvé. Il a été hospitalisé, il est hors de danger. Les 2 oursons, eux, eh bien, ils sont dans la nature. Ils ne vont pas être récupérés par des associations parce qu'ils sont assez grands pour se débrouiller tout seuls. C'est un peu Bambi. Moi, Bambi, c'est le truc qui te choque quand t'es petit, tu vois, quand il rentre tout seul dans la neige, là, qu'il attend sa maman qui ne viendra pas. Voilà, voilà. Je pense à ces 2 oursons qui vont se retrouver tout seuls, avec une certaine idée de l'humanité. En disant, attention, hein. Attention, donc dans les Pyrénées, même si vous n'êtes pas chasseur, peut-être que bipèdes, ils vont pas trop aimer. Il faut savoir qu'il y a 64 ours qui ont été recensés dans les Pyrénées sur l'année 2020, dont 7 sont morts ou ont été considérés comme morts en cours d'année, donc quand même une 60aine d'ours qui se baladent dans les Pyrénées. Il n'y a jamais eu d'accident humain, voilà, à part ce chasseur qui s'est fait attaquer, comme il le dit. Bon, il y a une enquête en cours, évidemment. Et voilà, donc, pour ces 2 oursons qui doivent maintenant se démerder dans le grand bain des Pyrénées. Et puis après, c'est vrai que ces ours n'étaient pas dans les Pyrénées depuis très très longtemps. Ils étaient en Slovénie. On importe les ours et après, ils font leur vie. Et fallait-il réintroduire l'ours dans les Pyrénées? Bonne question. Grand débat. Si c'était les réintroduire pour qu'il y ait des safaris pour buter des ours, c'est sûr que c'est pas forcément une bonne idée, quoi. Mais voilà. Après, c'est les premiers écolos de France, c'est normal de buter des ours aussi. Et ce procès sur une secte incroyable, la Gourelle, que ces adeptes divinisaient. La Gourelle, c'est elle que vous voyez en photo, qui est sur un fauteuil roulant, qui a des bouteilles d'oxygène, et qui était, en fait, qui communiquait avec la Vierge tous les jours à 6h. À minuit 6. Gwenola est tombée dans le pot de la secte. La petite servante de la Vierge, elle se faisait appeler la Gourelle. Et donc elle tchatchait, elle tapait le bout de gras avec la Vierge tous les jours à minuit 6. Et c'est une secte. Alors elle a divisé les familles, elle a bien sûr récupéré des biens, des gens se sont éveillés. Là dans le procès c'est terrible, vous avez encore des gens sous emprise qui sont du côté de la Gourelle. Et ça explique quand même comment l'emprise, le phénomène d'emprise, le phénomène sectaire, ça fonctionne quelle que soit la connerie que tu vends. Là quand même la nana qui était là à dire la petite servante de la Vierge, voilà, waouh, ok. Enfin, c'est très vite. Tu prends ton segment, en fait. Tu vends un truc. Les mecs qui voulaient faire le coup d'État aussi. Voilà, t'as plein. Enfin, tu peux choisir. J'avais l'idée de faire un jeu comme Civilisation, tu vois, à une époque, mais c'était secte. Et en fait, tu choisissais ta secte. Enfin, tu la créais. Donc, tu choisissais quel était le précepte, machin. Et après, le but, c'était d'avoir le plus d'adeptes possible, quoi. Puisque après, tu peux dire à quel moment les religions, c'est pas des sectes qui réussissent, quoi. Tu vois, tellement il y a de monde, tu peux plus dire que c'est une secte, quoi. Tu dis waouh, c'est une religion, quoi. Parce qu'après, t'as plein de gourous, t'as plein de machins, t'as plein de mouvances. Les hérétiques, d'ailleurs, c'était ça. Justement, à un moment, ils disent non, il y a trop de sectes qui sont en train de. Non, c'est nous on tient le dogme. Ok, et hop. Au revoir, il faut tenir le dogme après. L'Inquisition, c'est ce moment-là où tu vois quand même, c'est chaud quand même, votre truc là, l'amour, tout ça, tu ne tueras point. Mais qu'est-ce que c'est que ça là? Pourquoi tu tues en brûlant la langue et en mettant du plomb fondu Qu'est-ce que c'est que ça? C'est écrit où ça dans le livre? Il faut le faire? Bon. Ok. Donc voilà, moi ça me fascine, surtout de voir comme la politique est devenue sectaire, à la fois sur le culte de la personnalité, il n'y a plus vraiment d'idéologie, enfin c'est difficile de défendre une idéologie politique, et c'est vrai que c'est assez dingue. Moi qu'est-ce qui se passe? C'est rien, respire un coup. Ouais, c'est ça, une religion, c'est une secte qui a gagné beaucoup de parts de marché, je pense. Horizon, ah oui, Poivre et Sel avec l'homme panda qui a créé son parti qui regarde loin vers l'horizon. Enfin, pardon, sa secte. Non, c'est pas une secte. Non, je pense que là, eux, ils sont très, très affairistes. Alors, si c'est une secte de... Tiens, hop. Et voilà, c'est toujours ça de prix. D'ailleurs, on apprend que les dockers sont la cible favori des mafias et des trafics en tout genre, puisque la cocaïne, comme c'est étonnant, entre en France par les ports. Et notamment le port du Havre, le port de Marseille, et les dockers font partie du système, puisque soit on fait pression sur eux, soit on les paye grassement, mais en général ça se passe bien, même les responsables du port, et pourquoi pas. Et alors,
Ce qui est étonnant quand même, c'est que tu te dis, mais Édouard Philippe, il n'est pas maire du Havre. Mais il devrait pas faire des trucs, parce qu'après Darmanin, tout ça, il lutte contre les trafics, tout ça. Pourquoi ils mettent pas le paquet à l'entrée, au point d'entrée, hein, que sont les ports? Pourquoi ils mettent pas le paquet là, hein, ce qui permettrait finalement de gagner beaucoup de temps après sur la chaîne de redistribution de la chenouf. Mais non, c'est compliqué. Alors c'est compliqué parce que c'est la faute aux dockers. Ils sont très fermés, visiblement ils collaborent pas trop avec les flics, donc du coup c'est un peu leur faute. Moi je crois que c'est pas que la faute des dockers. Je crois qu'on fait pas assez pour lutter contre le crime organisé dans ce pays. Je crois que les mafias s'organisent très bien. Et c'est un peu le problème. MSC, bien sûr, l'affaire Colère, on en parle encore, hein, qui est secrétaire général de l'Élysée, qui a pantouflé au sein du groupe MSP, et MSC Croisière et MSC le transporteur, qui a été pris la main dans la chenouf. Pas Colère, mais le groupe MSC. Et bien sûr, le fait que les ports soient des points d'entrée recensés, connus de la chenouf en France, fait qu'on ne fait rien. Il n'y a pas un plan port, tu vois. Un plan port chenouf, quoi. Ce qui serait la base. Hein. Tu luttes contre le trafic de drogue. Première chose que tu fais, tu vas à la source, quoi. Mais non. Et après, les mecs reçoivent les cartels aussi. Tu avais les Colombiens qui étaient reçus avec Jeannot, hein, tranquille autour de la table, alors qu'on sait très bien qu'ils ont été élus grâce à l'aide et au soutien des cartels. Et là, les mecs discutent le bout de gras. Ça va, super, tiens, tu m'en mettras 4 kilos, hein, comme la semaine dernière. Voilà, super. Et oui, et d'ailleurs, les mauvais esprits vont jusqu'à dire « Mais pourquoi l'ambassade de Colombie est-elle l'ambassade la plus collée à l'Élysée, hein, en France ?» Et ça depuis toujours. Et c'est vrai, c'est étonnant. T'as ce drapeau colombien juste à côté de l'Élysée. Il suffit de traverser la rue pour la livraison de la valise diplomatique. C'est incroyable. Mais c'est... non, pas du tout. C'est vraiment avoir l'esprit mal placé que de penser qu'il y a un trafic comme ça. Mais ceci dit, je trouve que je ne comprends pas... je ne comprends pas, tout simplement, l'absence de réaction des pouvoirs publics par rapport au point d'entrée, hein, de la drogue en France, qui sont les grands ports. C'est assez étonnant. Voilà, je vois que ça s'enjaille dans le chat. Alors, il y a les Diane. Oui, MSC, c'est la croisière de riche, c'est ça. C'est sympa, les redites. On dirait un remix. Alors, le sous-sol de la honte. Qu'est-ce que c'est, le sous-sol de la honte? J'arrive plus à vous suivre. Il y a trop de monde. Voilà. Et voilà. Eh ben voilà. Libé qui nous parle, tiens, on parlait de trafic de drogue, Libé nous parle d'Interpol. Alors le problème d'Interpol, j'en parlais hier, c'est quand même que c'est une structure qui manque un peu d'argent, donc du coup qui est financée par les États, ou même par, une fois ils avaient fait même un deal avec les marchands de tabac. Donc ils récupèrent un peu la thune comme ils peuvent, c'est une petite structure, et là du coup t'as un général tortionnaire qui voudrait prendre la tête d'Interpol, hein, des Émirats, Émirats qui ont payé 50 millions de brousoufs à Interpol en 2017 pour dire bon allez ça va, et on se rend compte que Interpol c'est quand même des régimes plutôt autoritaires qui utilisent Interpol pour faire la chasse aux opposants. Ainsi, la Chine, par exemple, qui est allée faire arrêter un Ouïghour au Maroc en lançant une notice rouge en disant « Allez, hop, 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 on le récupère ». Et il y a un peu une dérive, puisque le manque de financement fait que c'est un facteur de vulnérabilité. Hein. Beaucoup de pays, pourtant, pensent qu'Interpol est nécessaire. Et c'est vrai que c'est une organisation qui permet aux différentes polices de travailler ensemble, hein, notamment dans la lutte contre le crime organisé. Mais on sent bien des limites. Et voilà. Par exemple, il faut savoir qu'il y a eu un accord de partenariat, donc au-delà des cigarettiers, les fabricants de tabac, ils ont fait aussi Interpol un accord avec la FIFA sur la lutte contre la corruption. La FIFA qui est quand même l'organisme le plus corrompu du monde. Hein. Relire l'enquête de Blas sur les Qatar Papers, hein, Sepp Blatter qui disait « Ah oui, mais sans Sarkozy et Platini, jamais la Coupe du Monde serait au Qatar. Hein. » C'est eux qui ont vraiment poussé pour qu'il y ait la Coupe du Monde au Qatar. Ah bon, mais pourquoi? Parce qu'ils trouvent que c'est un beau pays. Ils trouvent que c'est un beau pays, c'est un pays amoureux du foot, et donc c'était bien de faire la Coupe du Monde là. Voilà. Ah mais et tous ces sous là sur la table, c'était pourquoi? Ah non, c'était pas des sous, c'était des objets de décoration, c'était pour décorer la table.
Ah d'accord. Donc ils ont rompu bien sûr le partenariat en 2015 pour des raisons évidentes. Et oui, c'est dommage puisqu'il y a eu raquettes, fraude, blanchiment d'argent à la FIFA, c'est un peu dommage. Et puis là ils ont refait la même avec le Comité international olympique qui est aussi une instance assez corrompue du sport international. Donc les mecs ils ont quand même le flair. Ils luttent si on luttait contre la corruption avec les organismes les plus corrompus du monde. Ah bah oui, c'est une bonne idée, ouais. Ça me paraît être une super idée, Jean-Michel. Génial, faisons ça. Donc voilà, donc Interpol, Interlol, c'est un peu plus ça. Alors, quels sont les défis à relever, demande Libé à un chercheur. Par exemple, il parle du Ouïghour arrêté au Maroc cet été. Il faudrait rendre impossible les notices rouges contre les opposants. Et on sait d'ailleurs qui sont les opposants, le profil de ces gens-là. Le secrétariat général actuel, sous la direction de Jürgen Stock, a su imposer des réformes positives pour la défense de son indépendance, et l'organisation est dans une meilleure position qu'il y a quelques années, mais il est important que les législateurs, la société civile et l'opinion publique en général s'intéressent de près à Interpol, qui a encore beaucoup de défis à relever. Voilà, donc il y a aussi l'ancien patron d'Interpol, le chinois, qui avait disparu. On se demande si Loukachenko n'utilise pas, bien sûr, le régime bélarusse ne se sert pas de l'organisation pour traquer les exilés. C'est le principe des extraditions et des notices rouges. Donc voilà, ça, c'est quand même un truc qui pose question. Les Antillais sont aussi dans l'IB. Qu'est-ce que va faire Emmanuel Macron? Qu'est-ce qu'il va faire? Un conseil de défense. Et puis dans l'IB, cet article santé sur la bronchiolite à Robert Debré, d'état d'urgence. Je vous en parlais en introduction de cette revue de presse. Il n'y a jamais eu autant de cas de bronchiolite à l'hôpital. D'habitude, c'est des enfants de quelques mois. Là, c'est les nouveau-nés qui sont touchés. C'est extrêmement préoccupant. Jamais autant de cas également. Ça fait partie des formes graves parfois où il faut intuber des jeunes enfants. C'est une opération délicate. Voilà, hors de danger. 5 jours de réanimation, parfois, pour certains des plus petits. Une cadence infernale, puisqu'il y a des chambres qui ne sont pas encore libérées, alors qu'on sait déjà qui va être le prochain patient qui va s'y installer. Voilà, dans la chambre 11, par exemple, Elias, 2 mois, atteint de bronchiolite aiguë, va remplacer Nina, 20 jours de vie, désormais hors de danger, après 5 jours de réanimation pour la même maladie. Voilà, les 20 lits du service à Robert Debré sont pleins, la moitié sont occupés par des cas graves. C'est un virus respiratoire syncytial, le VRS. La bronchiolite a pris ses quartiers, envahit les murs Framboise et Véranis des secteurs de l'Unité, bref, au complet depuis des semaines. Alors, le taux de létalité d'une bronchiolite grave est estimé à moins de 1%, mais c'est beaucoup quand même pour des petits-enfants. Dans le service, aucun décès n'est à déplorer pour l'heure. En revanche, la prolifération des formes lourdes chez les nouveau-nés est une énorme claque, d'autant que le recours à l'intubation, bien sûr, connaît une hausse sans précédent. Personne ne comprend. Habituellement, la bronchiolite touche surtout les bébés âgés de plusieurs mois, voilà, et pas de quelques jours. Donc voilà, c'est assez préoccupant, cette épidémie. Et puis c'est une situation infligeante. Alors le péril de l'engorgement n'est pas propre aux urgences. Dans le service de pédiatrie générale, c'est pareil. L'équipe a ouvert 10 lits supplémentaires pour monter à 40. C'est la pratique habituelle tous les hivers. Encore une fois, l'hôpital engorgé, c'est pas nouveau. On en parlait dans cette revue de presse. C'est juste le lot des soignants tous les hivers, puisqu'il y a la grippe, il y a la bronchiolite, il y a les épidémies saisonnières qui font que chaque hiver, c'était déjà la guerre dans les hôpitaux. Mais on n'en faisait pas des déclarations, on ne montait pas des hôpitaux de campagne sur le parking des Lidl. Et voilà. Et si arrive le Covid par-dessus, alors là, c'est vraiment le cataclysme, comme en Allemagne, puisque eux ont encore plus de mal que nous, apparemment. Voilà, des problèmes d'effectifs, le manque de lits, et la chirurgie qui doit prêter, même du staff, des infirmières, à la pédiatrie générale.
pressé de faire des sorties limites. Alors voilà, il joue en fait avec la vie des gamins en disant on le fait sortir, on pense qu'il est sorti d'affaires, hein, mais bon, il faut aller vite parce que sinon c'est un autre qui peut pas avoir de lit. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Les violences conjugales aussi. Alors ça quand même, c'est la grande cause du quinquennat. Et tu te dis, mais c'est une grande cause, donc il va se passer un truc. C'est Marlène qui s'en occupait, c'était vachement bien. Elle, c'est quand même une ministre qui est dans l'action, tu vois. Elle aime les résultats, elle aime... Et non, en 2020, une augmentation de 10% des violences conjugales qui concernent majoritairement pour 87% les femmes. Et c'est, je le disais, la grande cause. Hein. En 2017, déclarait Emmanuel Macron la fin des violences sexistes et sexuelles qui serait la grande cause de son quinquennat. Sombre constat 4 ans plus tard, puisque les services de police et de gendarmerie enregistrent une hausse de 10% des violences conjugales en 2020. 159 400 victimes, 87% de femmes et des violences qui diffèrent d'un territoire à l'autre. L'Aveyron est le département qui représente le plus faible nombre de victimes, avec seulement 2,7 femmes pour 1000 habitantes âgées de 20 ans ou plus qui se déclarent victimes. A l'inverse, la Seine-Saint-Denis et la Guyane sont les plus touchés. Déjà inquiétant, ces chiffres sont en plus probablement sous-estimés, parce que c'est uniquement, bien sûr, ce qui est dénoncé à la police. Les violences conjugales sont peu fréquemment suivies de plaintes, surtout lorsqu'il s'agit d'agressions à caractère sexuel, souligne le ministère de l'Intérieur. Et seuls 27% des victimes, par exemple entre 2011 et 2018, lors d'une dernière enquête de l'INSEE, s'étaient déplacées au commissariat. 18% ont déposé plainte et 7% une main courante. Donc ce sont... 295 000 victimes qui se déclarent personnes, dont 213 000 femmes, qui déclarent avoir été victimes de violences physiques ou sexuelles de leur conjoint. Et puis, c'est des chiffres qui ne comptabilisent pas les féminicides. Là, on parle de 146 féminicides en 2019, c'est le dernier chiffre. Plus de 100 morts déjà cette année. Mortes, féminicide également. Il y avait la grande marche bien sûr pour le droit des femmes ce samedi. Je crois qu'il faut continuer, on est loin du compte. Et cette grande cause du quinquennat, encore une fois, c'est de la com. Le Figaro, maintenant, qui nous emmène dans un monde merveilleux, celui des centimilliardaires qui savent plus quoi faire de leur thune, si ce n'est le cramer pour des projets fous, hein, les milliardaires de la tech. Alors là, c'est Jeff Bezos qui aime s'envoyer dans l'espace. Il parle de Mark Zuckerberg, bien sûr. Il parle également d'Elon Musk, l'homme qui envoie des voitures dans l'espace. Ouais. Et tous ont un projet pour l'humanité, la rendre meilleure, avec plein de technologies dedans. Et puis gagner des sous en faisant ça. Quoi. Voilà, c'est un peu ça. Ils sont le symptôme. Ils sont le problème. Je vous invite à écouter un des podcasts du Monde Moderne qui s'appelle « Dans les imaginaires du futur » avec Ariel Kirou, qui a écrit une somme sur la science-fiction et qui vient de sortir un livre sur Philippe Cadic, l'abécédaire Cadic, où on épluchait avec l'ami Ariel l'imaginaire de ces centimilliardaires qui est un danger en fait pour l'humanité. Parce qu'ils ont un imaginaire qui vient de la science-fiction mainstream. Ils ont lu Cadic, ils ont été fans de science-fiction, ils ont été trekkies, ils ont aimé toutes ces dystopies incroyables, mais plutôt que de les prendre comme des satires sociales, la science-fiction est là pour expliquer pourquoi le monde actuel va si mal et pourquoi en extrapolant on pourrait aller encore plus loin. Ils le mettent à profit pour le faire, en trouvant ça génial. En appelant leur création avec le nom qu'on retrouve dans ces livres de science-fiction. Écoutez, dans les imaginaires du futur, vous comprendrez l'importance en fait de la lutte pour les imaginaires, comment on doit se battre pour cette lutte des imaginaires et dire qu'un autre imaginaire est possible que celui de l'imaginaire capitaliste, de la fusée, de la rapidité, de l'espèce humaine qui doit aller dans l'espace et refaire la même saloperie que la colonisation, mais dans l'espace. Le métavers, bien sûr, est cité dans cet article du Figaro, et cette phrase glaçante de Mark Zuckerberg, je vous la lis. Donc chaque centimilliardaire a son portrait, de Bezos en passant par Zuckerberg.
Et voilà ce que dit Mark Zuckerberg à propos de son projet fou qui est Meta. Et d'ailleurs Facebook qui maintenant est prouvé est très néfaste pour les enfants, l'algorithme qui ne fait que promouvoir les contenus les plus pourris et les plus dangereux. Bref, c'est scandaleux, le trafic des données personnelles. Ça reste que il reste milliardaire, hein. On lui a pas enlevé son jouet, on n'a pas fait fermer Facebook. Les gens y restent, hein, d'ailleurs. Ils trouvent un intérêt à partager du contenu toujours. Et voilà ce que dit Mark Zuckerberg à propos de son projet pharaonique, hein, puisque c'est des nouveaux pharaons, c'est fou de la Silicon Valley. L'histoire est le récit de la façon dont nous avons appris à nous rassembler en toujours plus grand nombre, depuis les tribus jusqu'aux villes et aux nations, a récemment expliqué Mark Zuckerberg. À chaque étape, nous avons construit des infrastructures sociales, telles que des communautés, des médias et des gouvernements pour nous permettre de réaliser des choses que nous ne pouvions pas faire seuls. Aujourd'hui, nous sommes sur le point de passer à l'étape suivante. Nos plus grandes occasions sont désormais mondiales, comme la diffusion de la prospérité et de la liberté, la promotion de la paix, la lutte contre la pauvreté et l'accélération de la science. Nos plus grands défis nécessitent également des réponses mondiales, comme la fin du terrorisme, la lutte contre le changement climatique et la prévention des pandémies. Pour progresser, il faut désormais que l'humanité se rassemble non seulement en tant que ville ou nation, mais aussi en tant que communauté mondiale. Si ça, c'est pas un projet totalitaire d'homme nouveau, scientiste, basé sur le fait que la paix, la prospérité, la science et que l'homme doit être une communauté unique et mondiale, projet d'envergure post-communiste et totalement néo-capitaliste, c'est un projet totalitaire, extrêmement dangereux. Et le mec te dit ça avec un grand sourire en pensant faire le bien. Pour lui, voilà, bien sûr, c'est la diffusion de la prospérité, de la liberté, de la paix. Ah bah c'est rien que ça. Ah bah vous me rassurez du coup, Marc. J'avais peur que vous étiez un peu dérangé tout ça, mais en fait vous me rassurez. Je suis d'accord avec vous du coup. Non, en fait, ça va pas du tout. Il y a eu des lois antitrust pour le pétrole. Je pense qu'il faudrait faire très rapidement des lois antitrust contre ces géants qu'on appelle les GAFAM de la Silicon Valley, qui sont en train d'imposer au monde un projet transhumaniste, un projet scientiste, un projet d'homme nouveau, d'humanité nouvelle, extrêmement dangereux, extrêmement dangereux. Et je crois que c'est sans limite parce qu'il n'y a jamais eu de bipèdes aussi riches sur la planète. Même un pharaon, c'était rien comparé à ces mecs-là. Là, ils ont une visée mondiale. On ne parle pas du bassin du Jourdain. C'est les mecs, ils veulent des pyramides à leur gloire et ils veulent surtout un monde thermoformé pour leurs idées complètement pétées, quoi. Et personne pour les en empêcher. Bill Gates n'est pas dans l'article. Alors c'est assez étonnant parce qu'il te parle quand même des fous de la Silicon Valley et ils oublient quand même le père de tout ça qui est Bill Gates. Le Figaro, c'est quand même un oubli assez étonnant. Alors je ne sais pas s'il palpe de la thune de la Gates Foundation ou quoi, mais il faut voir comment Bill Gates est un des premiers à avoir travaillé justement sur les biotech, avec d'ailleurs le pédocriminel Jeffrey Epstein. Il avait même son responsable des acquisitions biotech chez la fondation Gates, qui est légataire du testament de Jeffrey Epstein. C'est vous dire quand même comme c'est pas anecdotique les liens entre Gates et Epstein, comme c'est pas anecdotique non plus cette obsession de la santé de manière permanente, de l'amélioration de la vie humaine par la science, par tous les moyens possibles, par la génétique. Tout ça n'est pas anodin et personne ne les arrête. C'est-à-dire qu'avec cet argent, ils font absolument ce qu'ils veulent. Et là, le Figaro fait simplement des portraits en disant voilà, ils rêvent d'un nouvel horizon, c'est des conquérants, ça c'est capitaliste, vouloir changer l'homme et aller dans l'espace, ça c'est capitaliste. Voilà. Et voilà, tu te dis, Elon Musk qui te dit l'histoire va bifurquer dans deux directions, l'une d'elles consiste à rester sur Terre pour toujours et à faire face à un événement dramatique d'extinction de masse. L'alternative est de devenir une civilisation spatiale et une espèce multiplanétaire. Bon, voilà, donc le mec, c'est très bien, oui, pourquoi pas, c'est une secte, on parlait des sectes tout à l'heure, c'est juste pour remettre le transhumanisme là où il est, c'est-à-dire une croyance sectaire extrêmement dangereuse, financée à coups de milliards de dollars. Voilà, on a affaire à des gens
qui idéologiquement sont dangereux, mais qui sont traités comme des champions du capitalisme. Et ça continue avec voilà, la roue libre de cette conquête spatiale qui est vue comme une colonisation de l'espace par l'espèce humaine. Il faut vraiment, si vous êtes lecteur de science-fiction, comprendre que tout projet à portée prométhéenne est voué à l'échec. Et qu'une espèce, elle est liée à son biotope. On ne peut pas survivre loin de son univers de vie. C'est très compliqué. Donc tout ça, c'est des leurres. Écoutez, je vous invite à écouter dans les imaginaires du futur que vous pouvez trouver sur les podcasts du monde moderne avec Ariel Kirou. C'est le 3e épisode, je crois, où on parle du délire des milliardaires et de l'importance de leur reprendre l'hégémonie intellectuelle, surtout imaginaire, parce que non seulement ils peuvent financer un coup de milliards, mais ils vont planter des graines de cette idéologie via les plateformes de production qu'ils peuvent avoir. C'est un circuit clos, en fait, qui permet d'asseoir une idéologie transhumaniste. Alors, je suis figé, j'ai vraiment une connexion de merde aujourd'hui, je suis vraiment désolé. Mais si vous m'entendez, on va rester comme ça, parce qu'il y a eu assez de soucis comme ça ce matin. Donc, ouais, voilà, c'est un podcast. Mais beaucoup l'écoutent en podcast, ou sans regarder. Ouais. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose de l'ordre de la bouffonnerie, mais surtout de l'escroquerie intellectuelle. C'est compliqué. Oui, c'est la cata. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Je suis désolé. Ça devait pas. D'habitude, ça se passe très bien. Mais c'est la pub qui foire tout, peut-être. Mais c'est comme de la radio. Voilà. Écoute, c'est pas mal. Oui, alors, t'as Asimov et tout ça, c'est pas mal. C'est le progrès, voilà, c'est le progrès. On est sur Twitch, c'est la plateforme de Jeff Bezos, c'est peut-être pour ça que c'est tout pété. Alors, je sais pas si du coup vous voyez les images, puisqu'on va passer au groupe Les Échos. Ah, mais en fait, non, on a fini en fait. Puisque oui, Les Échos te dit que c'est le Covid sous surveillance. Bon, bah écoutez, vous savez quoi ? Puisque c'est comme ça, on va finir la revue de presse en chantant. Non, je déconne. Non, on va finir. De toute façon, c'est fini. C'était la revue de presse du monde moderne. Je vous remets ce que j'avais mis en intro parce que peut-être ça va marcher. C'est quand même notre champion toute catégorie, Jean Castex, à qui on souhaite un prompt rétablissement. Vous pouvez bien sûr vous abonner sur Twitch, partager le lien de cette revue de presse, nous suivre pour avoir les petites alertes quand on se met en live et tout, ici sur YouTube et ailleurs. C'est le monde moderne. Je vous remercie et allez, on se quitte non pas en chanson mais avec le magicien, le prestidigitateur du LOL, le premier ministre du Love. J'ai nommé Jean Castex, malade du Covid, à qui on souhaite un prompt rétablissement. Mais il fallait respecter les gestes barrières, comme il avait dit. On a constaté que les personnes qui ont 2 doses... Jean Castex a un schéma vaccinal complet. Jusqu'alors, lorsqu'elle croisait une personne qui était contaminée, devait être cas contact et donc s'isoler. Le Premier ministre a en fait appris au retour d'un déplacement en Belgique qu'il était cas contact. Les analyses faites sur ces personnes montrent qu'en réalité, elles n'ont plus de chance d'attraper la maladie. Oui, il est positif au Covid. C'est la première fois qu'il a le Covid. Il avait été cas contact plusieurs fois. Donc, nous allons, dès cet après-midi, le ministre de la Santé enverra une instruction en ce sens, supprimer l'obligation qui s'attache au fait d'être cas contact. Le meilleur moyen de soulager l'hôpital, c'est finalement de ne pas tomber malade. Et ça dépend de chacune et chacun d'entre nous. Oui, il est positif au Covid. C'est la première fois qu'il a le Covid. Il avait été cas contact plusieurs fois. Il faut à tout prix respecter les règles que nous avons édictées, les gestes barrières, les mesures de protection, y compris chez vous, en famille, quand vous recevez des amis. On vous dit simplement de respecter les distances de sécurité, de porter le masque, de se laver les mains et de ne pas être trop nombreux, surtout dans des lieux fermés. Et voilà,
Allez, je vous souhaite une bonne journée. Et oui, il ne pourra pas aller en Guadeloupe. Mais d'ailleurs, le ministre non plus des Outre-mer, il va pas trop. Je vous souhaite une bonne journée et à demain. Merci à tous d'avoir été encore aussi nombreux ce matin pour la revue de presse du Monde Moderne. Ciao, allez, bonne journée. Salut.